Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un objet qu'on connaît toutes et tous, mais qu'on ne voit même plus. Il est pourtant au cœur de nos journées de travail. Je parle bien sûr de la chaise de bureau. Bonjour. Oui, et on a mis la main sur un rapport de recherche assez provocateur. Assez provocateur, oui, c'est le mot. L'idée centrale, c'est qu'il faut arrêter de voir ce siège comme un simple meuble. Il faudrait le considérer pour ce qu'il est vraiment, un équipement de protection individuelle, un EPI. Exactement. Au même titre qu'un casque de chantier ou des chaussures de sécurité. C'est une idée qui est assez folle quand on y pense. Elle est puissante parce qu'elle change complètement le paradigme. La thèse du rapport, c'est que la sédentarité au bureau, c'est un risque industriel, un risque à bas bruit. Moins spectaculaire qu'une chute, évidemment. Bien sûr, mais tout aussi dévastateur sur le long terme. Et dans cette logique, le siège n'est plus juste un objet de confort passif, il devient l'interface technique qui doit protéger notre corps. Voilà, activement. Protéger des contraintes de la position assise. Alors, notre mission aujourd'hui, ça va être de creuser un peu tout ça. Est-ce que c'est juste un concept marketing ou une vraie nécessité pour notre santé? On va plonger dans la biomécanique, la réglementation et même l'économie qui se cache derrière cet objet. L'objectif est simple, changer radicalement notre regard sur la façon dont on s'assoit pour travailler. Alors, commençons par le début. Le rapport lance une affirmation qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on ressent. On s'assoit pour se reposer, pour se soulager. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc, s'asseoir est paradoxalement plus exigeant pour le dos que de rester debout. Comment est-ce possible ça? C'est purement une question de physique et de biomécanique. Il faut imaginer nos disques intervertébraux comme des petits coussins hydrauliques, des amortisseurs en gros. D'accord. Des chercheurs, Natchamson puis Wilk, ont eu l'idée de planter des capteurs de pression à l'intérieur pour mesurer ce qui se passe vraiment. Et les résultats sont édifiants. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Si on dit que la position debout, c'est la référence, la base 100%, la pression sur les disques est donc à 100%. Ok, ça c'est notre point de départ. Exactement. Quand on s'allonge, la pression chute à 25%. C'est la décharge. Le moment où le disque peut enfin se regonfler, se réhydrater. C'est sa phase de repos. Logique. Mais, dès qu'on s'assoit, même droit, sans soutien dans le dos, la pression grimpe à 140%. Et le pire, c'est la position qu'on adoptait tous après une heure, vous savez, avachi, le dos rond. Ah oui, je vois très bien. Ah, là, on explose les compteurs. On peut monter jusqu'à 190%. Attendez, pardon, 190%. On double quasiment la charge sur nos vertèbres juste en étant mal assises. C'est dingue. Précisément. On pense se reposer et en fait on inflige à notre colonne une contrainte 2 fois plus forte. C'est fou. C'est tout le paradoxe. Quand on s'assoit sur une chaise basique, le bassin bascule vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle la rétroversion. Et cette bascule, elle efface la courbure naturelle des lombaires, La fameuse lordose. la fameuse lordose. Mécaniquement, le noyau du disque est chassé vers l'arrière, ce qui augmente drastiquement le risque de hernie discale. Et c'est là que le siège ergonomique intervient. Oui. Un bon siège, il agit comme une sorte d'orthèse externe. Il va forcer le bassin à rester en bonne position, il maintient la courbure, et du coup, il réduit la pression interne. D'accord. Donc le siège doit faire le travail que nos muscles fatigués ne font plus. Mais ce n'est pas qu'une histoire de squelette. Je pense à cette sensation très concrète de jambes lourdes en fin de journée. On met ça sur le compte de la fatigue, mais le rapport suggère que notre chaise pourrait en être la grande coupable. C'est une question de plomberie interne, si j'ose dire. C'est exactement ça, vous avez bien résumé. On a ce que les physiologistes appellent notre deuxième cœur, Le deuxième cœur. la pompe musculaire des mollets. À chaque pas, la contraction de ces muscles propulse le sang veineux vers le haut. C'est un système antigravité. D'accord. Or, en position assise, cette pompe est à l'arrêt complet. Le sang stagne, et il y a pire. Le bord de l'assise, s'il est mal conçu ou si la profondeur est mal réglée, crée un effet garrot. Ce qui m'amène au concept du active couch potato, le sédentaire actif. C'est un peu déprimant, je dois dire. Ça veut dire que ma séance de sport le soir, elle ne suffit pas à annuler les 8 heures d'inactivité au bureau. Malheureusement, non. Le mal est déjà fait au niveau métabolique pendant la journée. L'heure de sport est excellente, pour le cœur, pour le moral, mais elle ne réactive pas suffisamment les processus biochimiques qui ont été mis en veille pendant 8 heures. C'est pour ça que la prévention doit se faire pendant le temps de travail. Fournir un siège adapté, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas un avantage. C'est une obligation légale. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette norme? Elle ne se contente pas de tester si la chaise est solide, elle la classifie selon sa capacité à s'adapter aux différentes morphologies. Un peu comme les classes énergétiques pour les frigos? C'est un peu ça, oui.
Vous avez le type C, qui a des exigences minimales, souvent insuffisantes pour un usage intensif. Le type B, un peu mieux, mais qui peut exclure les personnes très grandes ou très petites. D'accord. Le standard recommandé pour un usage professionnel, c'est le type A. Il est déjà hautement réglable. Et tout en haut, on a le Gold Standard, le type AX, conçu pour couvrir 98% de la population. Le Code du travail, via l'article R45429, il enfonce le clou. Il impose un siège adaptable en hauteur et en inclinaison, ce qui de fait disqualifie tous les sièges fixes pour un poste de travail. Pour un usage intensif, un seul mécanisme est vraiment validé. C'est le synchrone. C'est le héros de l'histoire. À l'opposé, vous avez le pire élève, le basculant centré. C'est le siège que tout le monde connaît, qui bascule d'un seul bloc, comme un cheval à bascule. Et qui vous fait décoller les pieds du sol. Exactement. C'est l'anti-ergonomie. On perd complètement notre ancrage au sol. Et ce mécanisme synchrone, alors comment il fonctionne? Quand vous vous penchez en arrière, le dossier s'incline, disons, de 2,5 degrés pour chaque degré d'inclinaison de l'assise. Ce mouvement coordonné permet d'ouvrir l'angle entre le tronc et les cuisses bien au-delà des 90 degrés. On passe à 110, 120 degrés. Cette ouverture, elle libère la pression sur l'abdomen et sur les disques, tout en gardant les pieds fermement au sol. C'est ça la clé d'une assise dynamique. Mais un bon moteur ne sert à rien si le reste de la voiture n'est pas réglable. Le rapport détaille ce qu'il appelle les 5 piliers de l'adaptabilité. C'est un peu la checklist du siège pays parfait. Oui. Et le premier pilier, c'est souvent le plus négligé. C'est la translation d'assise, le réglage de la profondeur. Il faut pouvoir faire coulisser l'assise pour laisser un espace de la largeur d'un point fermé entre le bord du siège et l'arrière de vos genoux. C'est non négociable pour éviter le fameux effet garrot. Le deuxième, c'est le soutien lombaire. Il doit être réglable en hauteur pour se positionner exactement dans le creux des reins et idéalement en profondeur. Le troisième, ce sont les accoudoirs. Et le rapport insiste sur le 4D. Un accoudoir fixe est une contrainte. Mais nos bras et nos avant-bras, ça représente plus de 10% de notre poids corporel. Sans soutien, ce poids tire en permanence sur les trapèzes, sur la nuque. C'est une cause majeure de douleur cervicale. 4D, ça veut dire réglable en hauteur, en largeur, en profondeur et en pivot. Ça permet d'amener le support juste sous vos coudes et de relâcher complètement les épaules. Le quatrième, c'est la hauteur d'assise, le réglage de base pour avoir les pieds bien à plat. Et le cinquième, c'est l'appui-tête. Pas utile en permanence, mais crucial dans les phases de relâchement pour lire un document ou passer un appel. Tout ça a l'air génial, mais ça sonne aussi très cher. Le rapport cite une fourchette entre 400 et 1000 euros. C'est un investissement. Comment une entreprise peut justifier une telle dépense? En se posant la question inverse. Combien coûte la non-prévention? Et la réponse, c'est une fortune. Les troubles musculo-squelettiques, les TMS, représentent plus de 87% des maladies professionnelles reconnues en France. C'est un gouffre. Pour la sécurité sociale, bien sûr, mais aussi pour les entreprises. Il y a les coûts directs, les cotisations qui augmentent, et surtout les coûts cachés. La perte de productivité, la désorganisation des équipes, le présentéisme. Et il y a un chiffre dans le rapport qui est stupéfiant, le retour sur prévention. C'est le chiffre d'une étude massive de l'Association internationale de la sécurité sociale. Ils ont calculé ce fameux retour sur prévention, le ROP. Le ratio est de 2,2. Attendez, un ratio de 2,2. Ça veut dire que pour chaque euro qu'une entreprise investit dans la prévention, comme un bon siège, elle en récupère en moyenne 2,20 €. C'est ça. Mais ce n'est même plus un argument de bien-être, là. C'est une anomalie comptable de ne pas le faire. C'est littéralement perdre de l'argent. C'est exactement ça. Faisons le calcul simplement. Un siège à 600 €, garantie 10 ans. Ça revient à moins de 25 centimes par jour de travail. Le coût d'une seule journée d'absence pour l'entreprise est estimé entre 200 et 400 €. Une seule journée d'arrêt maladie évitée et vous avez rentabilisé l'équipement pour des années. C'est un message puissant envoyé aux collaborateurs. C'est un levier de qualité de vie au travail, un argument pour attirer et retenir les talents. D'accord, l'entreprise a investi, on a le meilleur siège du monde, mais j'en ai vu moi dans des bureaux avec le plastique encore sur les accoudoirs, la moitié des gens ne savent pas s'en servir, avoir le bon outil ne suffit pas. Non. C'est pour ça que le rapport propose une checklist de décollage. C'est la partie la plus importante. Un siège de Formule 1 mal réglé est pire qu'une voiture normale. Étape 1, l'ancrage. On règle la hauteur pour avoir les pieds bien à plat, les genoux à 90 degrés. On part des fondations. Étape 2, la circulation. On règle la profondeur de l'assise, la fameuse règle du point entre le siège et le mollet.
Étape 3, le tuteur. On ajuste le dossier et le soutien lombaire pour qu'il épouse parfaitement le creux des reins. On doit se sentir soutenu, pas poussé. Et enfin, étape 4, l'allègement. On règle les accoudoirs 4D pour que les coudes pliés à 90 degrés reposent dessus sans que les épaules ne remontent. C'est le point final du relâchement. Et une fois qu'on est parfaitement installé, ce n'est pas fini. Le rapport parle de maintenance humaine. C'est ça la partie la plus difficile, j'imagine. C'est qu'une excellente formule. Le meilleur siège du monde ne protégera pas de l'immobilité. Il faut bouger. Le rapport suggère des micro-pauses toutes les 90 minutes avec des exercices très discrets. Par exemple, le pompage veineux. Assis, on décolle et repose rapidement les talons une vingtaine de fois pour réactiver ce deuxième cœur. Ou encore, l'exercice du chat de chien assis. En gardant les fesses sur le siège, on alterne dos creux et dos rond pour mobiliser la colonne et faire circuler les fluides dans les disques. Et si on veut se projeter un peu, le rapport ouvre une porte fascinante. Il se concentre sur la protection du corps aujourd'hui. Mais si la prochaine évolution du siège n'était pas seulement protectrice, mais activement régénératrice. On pourrait imaginer des sièges intelligents, bardés de capteurs qui détectent une immobilité prolongée et induisent de micro-vibrations pour stimuler la circulation, ou qui mesurent notre fréquence cardiaque pour nous alerter d'un stress montant. Le lieu de travail pourrait alors passer d'un site de dégradation physique à un espace de bien-être passif et continu. Le siège comme un partenaire de santé actif. Une perspective vertigineuse. C'est sur cette idée que nous allons conclure. Merci de nous avoir suivis.